Good afternoon. Good afternoon. This is Dr. John Bennett recording from Miami Beach. This is for this is the home of Neurosurgical TV. I'd like to introduce Saeed Taha. He's a neurosurgeon from Reunion, and the rest of the webcast is going to be totally in French. Bonjour, Saeed. Bonjour, John. Bienvenue à tous nos amis qui sont connectés à notre webinaire, ceux qui sont sur YouTube. Aujourd'hui, on aura, d'abord on s'excuse pour ce problème technique qui est hors de notre volonté. Et donc aujourd'hui, on aura notre ami, le professeur Pierre-Hugues Roche, qui est de l'hôpital Nord de Marseille. Pierre-Hugues Roche a fait ses études à l'université de Marseille. Il a été fellow chez Fukushima à Duke University dans les années 2000. Il est professeur de neurochirurgie du service de neurochirurgie depuis 2006 et chef de département de neurochirurgie depuis 2018. Ses activités de recherche concernent donc la base du crâne, la chirurgie de la base du crâne, le traumatisme spinal, avec la recherche également donc, au niveau moléculaire, la biomécanique et les images, l'imagerie au niveau de la moelle. Il est président du Collège français de neurochirurgie. Il est également président du Conseil national des universités de neurochirurgie, président également de School-Based Section de la Société française de neurochirurgie, vice-président de 2009 à 2013 de la Société française de neurochirurgie. Actuellement, il est chef éditeur du journal Neurochirurgie. Il est également éditeur associé de Acta Neurochirurgie en 2012 et membre de la Société allemande de neurochirurgie. Bienvenue Pierre-Hugues et c'est à toi. Merci Saïd pour cette présentation. Mesdames, Messieurs, chers amis, merci. Pardonnez le retard de mise en route qui est lié à des problèmes de connexion. Malheureusement, j'en suis navré. Alors, Saïd, tu m'as accordé le privilège de participer à ce Grand Round de la neurochirurgie francophone et j'en suis extrêmement honoré. Tu as rappelé un certain nombre de mes activités et mon implication en particulier sur la chirurgie de la base du crâne. Et c'est à la fois un privilège et un plaisir de partager ce moment avec vous. Bon, Saïd, on se connaît depuis longtemps puisqu'on s'est croisés, même on a collaboré ensemble quand nous étions beaucoup plus jeunes, il y a un certain nombre d'années à Marseille. J'ai du mal à faire progresser mon écran, je ne sais pas pourquoi. Quoi qu'il en soit, nous nous étions retrouvés ensemble en neurochirurgie pour le congrès de la Société de langue française à Casablanca en 2015. Et à l'époque, on avait pu échanger autour des méningiomes pétroclivaux. Je suis navré, mais j'ai un petit souci d'écran. La next slide is not coming easily, so I'm trying to overcome this big mess. What happens to my slides? Vous êtes en train de partager l'écran et donc je n'arrive pas à progresser sur la diapo suivante. Alors, je vais arrêter de partager l'écran, peut-être mettre en... je ne sais pas ce qui se passe. Et donc, à l'époque, nous avions déjà beaucoup échangé autour de... peut-être que le mieux est que je reste sur un écran. Est-ce que vous voyez mon écran, là? Non. Là, tu ne vois plus mon écran? Non, je te vois, mais pas l'écran.
Please start again. Yeah, of course I can start again, but it's really a big issue because my connection, probably the flow of I don't know what happened. Okay. I don't know what's happened with the I tried to. It's not your Zoom. Yeah, this is the wrong place to come back. You need to go to your PowerPoint. Why it's in Espanol, in Spanish? I don't know. No, he shouldn't be on that screen. No. Get off that screen. Okay. Okay, now go to your PowerPoint. There you go. Beautiful. Beautiful. Okay, yes. Maybe. Yes. No, but you know the issue is to come from one slide to the other. There is a huge latency. I don't. It looks okay now. Try it now. Là, on voit l'image. To the previous one. Yeah. So to move back. Okay, to move back to the petroclival area. Sorry, I have to come back to my French speaking language. Pour revenir à la région pétroclivale, on voit bien que c'est une région complexe qui est tournée autour de la région du Trijumeau et qu'il y a dans cet environnement très complexe des veines, des artères, des nerfs et des structures qui sont très importantes, mais l'ensemble est centré autour du Trijumeau et ce qui est dessiné dans ce segment de la région, notre centre d'intérêt. Alors, il y a des anatomistes français très vertueux, très connus, en particulier l'école de Tours, qui a beaucoup travaillé sur cette région pétroclivale et sur en particulier le point d'entrée du nerf numéro 6 dans le canal de Dorello. Et on voit très bien la relation intime qu'il peut y avoir entre le nerf numéro 6 et le plexus basilaire, entre les deux feuillets de Durmer du clivus. Et c'est autour de cette région-là que vont se développer les pathologies. L'école de Philippe Mercier, de Gilles Brassier, nos anatomistes de la région de l'ouest de la France ont beaucoup également travaillé sur cette région et ont montré la complexité des feuillets de Durmer qui compartimentent cette région et également les trajets arachnoïdiens des différents nerfs crâniens qui s'y situent. Alors, en pratique, si j'arrivais à passer d'une slide sur l'autre, c'est OK. Cette diapositive, elle est là pour illustrer le fait que dans une dissection du côté droit, on voit bien la relation intime qu'il y a entre la région pétroclivale, le sinus caverneux, n'est-ce pas, la région paracellaire au sens large. Et on peut comprendre qu'une tumeur qui va se développer dans la région pétroclivale puisse aussi rejoindre à la fois en arrière et en bas le paquet acoustico-facial des langues pontocérébelleux et à la fois vers l'avant le cavum de Meckel et le sinus caverneux. Donc c'est vraiment une région qui est au carrefour de différentes zones et elle est connectée, cette région pétroclivale, à ces différentes zones par le trajet des nerfs crâniens qui transitent d'un endroit à un autre. Alors, quand on a affaire aux pathologies de la région pétroclivale, vous voyez qu'on a plusieurs types de lésions. On a des lésions qui sont purement osseuses, en haut à gauche, par exemple un kyste épidermoïde primitif du rocher, qui est une lésion purement extradurale et intraosseuse. On a aussi des lésions des nerfs crâniens, et en particulier un schwannome en sablier en bas à gauche, qui est un schwannome du trijumeau, ce que les anglo-saxons appellent les dumbbell shape trigeminal schwannomas. En haut à droite, on a des pathologies qui sont purement cisternales, comme les kystes épidermoïdes de la région pétroclivale. Et puis la région pétroclivale, elle est en connexion également avec des lésions qui sont intraaxiales. Et vous voyez ici ce volumineux cavernome latéropontique du côté gauche qui s'étend avec une composante exophytique dans la région pétroclivale. Mais le cœur de notre sujet aujourd'hui, c'est de parler de ces méningiomes pétroclivaux qui constituent la plus fréquente des lésions de la région pétroclivale et qui
et qui vont venir focaliser toute notre attention. Alors, ces méningiomes pétroclivaux, on peut les classer de différentes manières. Vous voyez qu'en bas, on a des méningiomes pétroclivaux qui sont des méningiomes que je classerai comme latéraux, puisqu'en effet, ils se développent latéralement et au contact du nerf trijumeau, à cheval souvent entre le compartiment supra- et infratentoriel, avec un développement de part et d'autre du bord libre de la tente du cervelet. Vous voyez qu'au milieu, nous avons un méningiome pétroclival qui a une double composante, cavum de Meckel en avant et région pétroclivale en arrière. Et puis, il y a des méningiomes que l'on appelle des méningiomes plus centraux, qui sont des méningiomes sphéno-pétro-cavernaux-clivaux, qui sont des méningiomes extrêmement complexes à traiter et qui infiltrent la région pétroclivale, mais pour lesquels la région pétroclivale n'est pas un épiphénomène, mais n'est qu'une partie de l'insertion du méningiome. Ces trois méningiomes sont classés comme des pétroclivaux, pourtant ils sont très différents. Ils sont très différents dans leur approche chirurgicale et ils sont très différents dans leur pronostic, parce que plus on va de la gauche vers la droite, plus le pronostic et les difficultés techniques vont grandir. C'est toujours difficile de passer d'une diapo à une autre, mais la suivante, elle questionne en fait l'histoire naturelle des méningiomes pétroclivaux. En effet, on peut se poser la question de savoir si ce sont des tumeurs qui ont une croissance qui est une croissance lente ou une croissance rapide. Et en fait, on a très peu d'informations. Et il y a un papier qui est souvent cité dans la littérature, qui est le papier de Van Avenberg, publié par l'école de Sami, et qui a suivi un petit groupe de patients, de 21 patients, sans les opérer, sans les traiter. Et en fait, la donnée intéressante de cette série, et qui est la seule de la littérature à démontrer ça, est qu'en fait, 75% d'entre eux vont grossir dans le temps, n'est-ce pas? Et que sur ces 75% qui grossissent, il y a 63% d'entre eux qui vont présenter une aggravation clinique. Donc ça, c'est une information qui est à prendre en compte, parce que très souvent, on se dit, bon, bah, on a un méningiome pétroclival, mais au fond, est-ce qu'il y a un potentiel de croissance? Vous voyez ici un cas illustré d'un méningiome pétroclival qui a progressivement augmenté de volume dans le temps. C'est un dossier qui m'avait été fourni par le professeur Fournier à Angers et qui confirme que ces méningiomes, et ça n'est qu'une question de temps, vont grossir dans le temps. Je voudrais moi-même vous présenter le cas d'un patient que j'ai suivi et que j'avais fait le choix de ne pas avoir opéré, car au moment de la prise en charge, ce patient avait 82 ans et on a considéré qu'il était trop tard pour l'opérer. Et je n'ai pas à le regretter, parce que pendant 4 ans, ce patient a eu une évolution favorable, et puis les choses se sont dégradées ensuite dans le temps avec une augmentation de volume progressive. Mais vous voyez que finalement, ces méningiomes grossissent et ça n'est qu'une question de temps. Et donc, il y a une bonne fenêtre de tir pour les prendre en charge, et il y a un moment où il est probablement trop tard pour les opérer. Et ce patient a été dérivé. Je n'ai pas eu à déplorer le fait qu'on ait dérivé ce patient, et il a fini par décéder au bout de 5 ans des complications liées à la compression liée à son méningiome. Donc là, ce qu'on vient de voir, c'est que dans la prise en charge des méningiomes pétroclivaux, un message important, c'est de dire que ces méningiomes peuvent être suivis un certain temps, et que la surveillance est déjà une façon de prendre en charge ces patients-là. Et j'ai eu l'occasion d'expérimenter ce traitement. Une autre façon de prendre en charge ces méningiomes, et non pas de les opérer, mais de les traiter par une radiochirurgie, et en particulier la radiochirurgie gamma knife. Et vous voyez là qu'il y a quelques années un papier qui a été publié par un groupe dont fait partie d'ailleurs le professeur Régis de Marseille, un groupe qui a suivi un très grand nombre de tumeurs de la base du crâne et de méningiomes de la base du crâne. Tous ces méningiomes ont été traités en gamma knife. C'est une étude collaborative, multicentrique. Et sur ce groupe de patients, 468 étaient des méningiomes pétroclivaux. Et en fait, le résultat du traitement de ces méningiomes pétroclivaux par radiochirurgie gamma knife, c'est que ça fonctionne. Ça fonctionne très bien, puisqu'en gros, on a 95% de ces patients qui sont contrôlés sur le long terme, avec bien sûr des facteurs de risque très particuliers sur lesquels je ne reviendrai pas. Mais en tout cas, le taux de contrôle des méningiomes pétroclivaux, pour peu qu'il soit une indication de gamma knife, il est d'environ 90 à 95% sur le long terme. Et donc, la radiochirurgie gamma knife joue un rôle dans la prise en charge des méningiomes pétroclivaux. Alors, est-ce qu'on peut prédire les facteurs d'échec de la prise en charge en gamma? Oui.
On sait très bien qu'en fonction de l'histologie, ces méningiomes vont être plus ou moins responsive à la radiochirurgie. Et en particulier, plus les méningiomes sont bénins, plus ils répondent au gamma knife. Inversement, plus les méningiomes sont agressifs histologiquement, moins ils répondent. De même, le volume tumoral est un facteur très important dans la prédiction du succès ou de l'échec du traitement par gamma. En effet, la valeur de 10 cm3 est une valeur importante puisque au-delà des 10 cm3, il y a un taux d'échec très important et un taux d'échappement très important. Donc, quand vous avez à traiter en gamma une cible dont le volume dépasse les 10 cc, eh bien, vous pouvez prédire un taux d'échec plus important. Est-ce qu'on peut prédire les complications? La dose que l'on va délivrer, bien entendu, influence le taux de complication. La toxicité induite par la radiochirurgie est clairement liée à la dose. De même, le planning de traitement. Si vous traitez des patients uniquement en scan et non pas en IRM plus scanner, vous avez un taux de complication qui est lié au fait que le traitement est de moins bonne qualité parce que la façon dont on va délivrer les rayons est probablement moins précise que si on délivre avec une planification qui incorpore à la fois l'IRM et à la fois le scanner. Alors, bien sûr, il y a des méningiomes qui sont d'excellentes indications au gamma knife, c'est cela. En particulier, vous voyez que du côté gauche, on a un méningiome paracellaire, mais du côté droit, c'est typiquement le cas d'un méningiome de la gouttière pétroclivale de toute petite taille, méningiome symptomatique. Et dans ce contexte-là, ces méningiomes sont éminemment éligibles au gamma knife, d'abord parce qu'ils sont compatibles en termes de taille, et ensuite parce que ces patients qui ont des déficits des nerfs crâniens, comme par exemple un déficit partiel du 6, répondent de manière très favorable à la fois sur le plan volumétrique, mais également sur le plan du comportement des nerfs crâniens, puisque la plupart de ces patients récupèrent de leur déficit oculomoteur. Et ça, c'est un message important. Quand vous avez un déficit partiel d'un oculomoteur, vous êtes une cible potentielle au gamma knife et vous pouvez dire à vos patients que vous avez au moins une chance sur deux pour que le trouble oculomoteur soit amélioré par le gamma. Et donc, il ne faut pas se priver d'une radiochirurgie sur ce type de tumeur. Alors, il y a un deuxième type d'indication du gamma, c'est les résidus. En effet, quand vous avez à prendre en charge un pétroclival de cette taille-là, bien entendu, ces pétroclivaux sont chirurgicaux, mais vous allez laisser en place des résidus parce que la chirurgie complète est rarement possible. Et vous voyez ici, il y a un résidu très postérieur, en haut et à gauche, et un résidu très antérieur. Et là, typiquement, ce sont des patients qui sont éligibles à un gamma knife. Rien ne sert d'attendre que ces résidus ne regrossissent. Ces résidus sont éligibles au gamma et il vaut mieux proposer un gamma knife proactif plutôt que d'attendre que le résidu n'échappe. Alors, pour ce qui concerne la microchirurgie, parce que c'est un peu le cœur de notre métier aujourd'hui, la microchirurgie, elle est assez compliquée parce qu'elle expose le patient à un certain nombre de risques. Et vous voyez que tout ce dont le neurochirurgien a peur, ce sont ces choses-là, c'est-à-dire un œdème cérébral, un saignement non contrôlé, des problèmes d'orientation dans le champ opératoire, des rapports vasculo-nerveux critiques. Et c'est vrai que la chirurgie des méningiomes pétroclivaux, elle regroupe tous ces challenges que vous voyez ici clairement exposés dans cette diapositive dont j'avais fait un snapshot au moment d'un congrès nord-américain il y a quelques années. Ensuite, il y a une chose qui est très importante à comprendre, c'est que dès lors que l'on a affaire à des méningiomes qui sont de grosse taille, non seulement la chirurgie d'exérèse complète est quasiment impossible, mais en plus elle est délétère pour les patients. Donc le but n'est pas de proposer des exérèses complètes, mais le but est plutôt de proposer des chirurgies de décompression, d'améliorer la qualité de vie des patients et d'éviter de provoquer des déficits supplémentaires. Ça, c'est un message très important. Surtout, ne pas aller trop loin dans la chirurgie de ces méningiomes. Alors, comment est-ce qu'on sélectionne les approches chirurgicaux? Bien entendu, il faut comprendre l'objectif de la chirurgie. Est-ce qu'on est dans le cadre d'une chirurgie d'exérèse complète, partielle, subtotale? Il faut comprendre la localisation initiale et l'extension de ces tumeurs. Il faut ne pas méconnaître l'état clinique des patients, et on y reviendra, en particulier l'âge, les traitements qui ont été effectués avant, les signes éventuels, leur niveau d'audition,
Et puis, bien entendu, il faut avoir en tête que l'expérience de l'équipe compte dans la prise en charge de ces patients. Très souvent, vous avez des équipes qui connaissent la pathologie, mais qui ne disposent que d'une voie d'abord chirurgicale, qui ne maîtrisent pas la totalité du panel chirurgical, et donc qui vont avoir tendance à choisir la voie qu'ils connaissent. Et donc, je veux dire par là que l'expérience de l'équipe, le travail en équipe, la collaboration est importante dans la discussion autour du projet chirurgical et de la voie d'abord qui va être utilisée. Cette voie d'abord, elle peut être liée à d'autres facteurs et en particulier le fait que l'audition soit utile ou pas. On sait très bien que lorsque l'audition n'est pas utile, on pourra proposer une chirurgie de pétrectomie plus complète, alors que quand l'audition est utile, on va se battre pour garder l'audition. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. De même, dans ce schéma proposé par l'école d'Al-Mefti, bien sûr que l'audition compte dans la sélection de la voie d'abord, mais également, vous voyez, la disposition veineuse. Il y a des drainages veineux qui sont des patterns, et on y reviendra, qui sont favorables aux chirurgies transpétreuses. En revanche, il y a aussi des dispositions anatomiques du drainage veineux du cerveau et de la fosse postérieure qui font que ça risque d'influencer la voie d'abord chirurgicale. Ça, c'est une diapo que je trouve importante parce que même si c'est une pathologie qui est complexe et qui est extrêmement challenging, en fait, il faut comprendre qu'il n'est pas nécessaire de choisir toujours des voies d'abord complexes. En effet, il y a parfois des voies d'abord qui sont des voies d'abord plus simples, qui permettent d'accéder à une chirurgie d'exérèse satisfaisante, plutôt que des voies d'abord très sophistiquées. C'est ce que j'appelle les voies d'abord face nord. On n'est pas toujours obligé des voies d'abord face nord pour opérer ces patients. Alors, bien entendu, il y a beaucoup d'études anatomiques qui essaient de mesurer, d'évaluer l'intérêt des différentes voies d'abord. Est-ce qu'il vaut mieux faire une rétrosig? Est-ce qu'il vaut mieux faire une transpétreuse postérieure, une transpétreuse antérieure et des pétrectomies combinées? Ça, c'est l'objet de travaux anatomiques qui sont des débats sans fin. Et effectivement, il faut choisir la bonne voie d'abord pour le bon patient avec l'équipe qui maîtrise la voie d'abord. En clair, on sait très bien que les voies d'abord cisternales, telles la voie rétrosigmoïde, ont des avantages particuliers, mais elles ont aussi des inconvénients, et je les ai listés sur cette diapositive. Également, les voies d'abord transpétreuses ont des avantages. Hein. On raccourcit les distances, on dévascularise, on évite les interpositions, les rétractions. Et bien entendu, il y a un certain nombre de difficultés, d'inconvénients qu'il faut prévenir, à savoir, c'est un apprentissage qui est long, la collaboration avec les otologistes est parfois nécessaire, il y a un travail sur l'os qui est important également, et chaque résection osseuse procure un risque particulier. Je vous montre ici l'illustration d'un cas de voie transpétreuse. Il s'agit d'une pétrectomie combinée du côté droit, et cette pétrectomie combinée permet d'opérer des tumeurs très complexes. Et je voudrais, si vous m'accordez ce crédit, vous montrer un film opératoire, à condition que j'arrive à le lancer sur cette diapositive. Voilà, d'une voie transpétreuse. Alors, j'espère que le film va se monter. Voilà, c'est une pétrectomie combinée du côté droit. Et j'avais fait ce film avec mon jeune collaborateur, le docteur Troude, au sujet d'un patient que l'on avait opéré à Marseille en collaboration avec nos amis otologistes. Et vous voyez que le premier temps chirurgical du côté droit, c'est un temps de résection osseuse où on va réaliser une mastoïdectomie et une squelettisation des canaux semi-circulaires. Et vous voyez que là, c'est le temps qui est réservé à l'autologiste, où on va squelettiser les canaux semi-circulaires, sectionner le canal endolymphatique, et là, le chirurgien est devant le sinus sigmoïde. Une fois que ce temps est fait, on va optimiser la squelettisation des canaux semi-circulaires, n'est-ce pas? Et on va proposer un volet osseux large, un volet qui sera temporo-occipital, pour aller ensuite sur la crête pétreuse, sur la fosse cérébrale moyenne, d'accord? Et vous voyez qu'on va naviguer, qu'on va circuler autour des canaux semi-circulaires que l'on va garder. L'avantage de cette voie d'abord, c'est que c'est une voie qui permet de conserver l'audition, n'est-ce pas? Et qui, bien sûr, préserve le nerf facial. Ici, je montre les reliefs de ce que l'on appelle la fosse rhomboïde.
Hein, on est passé sous le lobe temporal en extradural et on réalise ensuite une pétrectomie antérieure. Une fois que cette pétrectomie antérieure est achevée, on va couper la tente du cervelet, n'est-ce pas? Et on va faire une section transtentorielle de la tente jusqu'au bord libre de la tente. Vous voyez ici le nerf numéro 4 au fond de la cavité opératoire et là le trijumeau qui est en face de nous. Et la section du bord libre de la tente permet de libérer beaucoup d'espace pour aller manipuler de la tumeur autour du trijumeau. Là, on a ici la section du porus trigéminé qui permet également de rentrer dans le cavum de Meckel. Vous voyez ici la section de la dure-mère, hein, de l'anneau dural autour du trijumeau qui permet de libérer le trijumeau et d'aller chercher de la tumeur dans le cavum de Meckel. Et cette voie d'abord, elle est fantastique parce qu'elle permet de réséquer d'énormes tumeurs qui s'étendent de part et d'autre du trijumeau, au-dessous du paquet acoustico-facial également. Voilà, là on est autour du paquet acoustico-facial, on descend sur les nerfs mixtes en arrière et c'est une résection qui permet d'exposer tous les compartiments de la tumeur, n'est-ce pas, et d'obtenir une libération complète de la face ventrale du tronc cérébral. Vous voyez le 6 qui est là, l'artère cérébelleuse moyenne, l'artère basilaire. Donc c'est une voie d'abord qui est extrêmement sophistiquée. Vous voyez l'artère basilaire, hein, le 6 qui est vers nous. Et c'est une voie d'abord que j'utilise personnellement pour les très grosses tumeurs. Je me garde bien, voilà, le 4 qui est ici, je me garde bien d'utiliser cette voie d'abord pour des tumeurs de taille moyenne, mais dès que la tumeur est très volumineuse, eh bien on a la capacité à réséquer des tumeurs extrêmement volumineuses. Et vous voyez ici la fin de la chirurgie, avec là les nerfs mixtes, l'aspiration qui est positionnée sur le paquet acoustico-facial. Là, on tourne, on voit l'artère basilaire, l'AICA, et ensuite, il faut fermer tout ça avec de la graisse pour occlure cette cavité opératoire. Mais vous voyez le corridor magnifique que peut vous donner cette voie d'abord, qui est purement extradurale. Ça, c'est la fin de la chirurgie où on voit qu'on a laissé un petit fragment de tumeur sur le clivus. Alors, pour aller plus en avant dans ma présentation, bien sûr qu'il y a des voies d'abord qui sont venues challenger la voie d'abord endocrânienne, les voies d'abord qui sont des voies d'abord endonasales, mais je dois dire que je suis extrêmement circonspect sur la capacité des voies endoscopiques endonasales à réséquer des tumeurs purement intradurales. Je considère que ces voies sont excellentes pour les tumeurs de la ligne médiane extradurale comme les chordomes ou les chondrosarcomes. À l'inverse, réséquer des méningiomes par des voies de ce type, c'est assez compliqué. Vous voyez ici un historique des voies d'abord utilisées dans la littérature internationale ces dernières années, et vous voyez en bleu clair la courbe des voies d'abord utilisées en endoscopie pour les tumeurs sphénopétroclivales. Personnellement, je ne partage pas ce constat, je ne partage pas cette expérience, et je suis très en ligne avec ce que dit André Grotenhuis quand il dit qu'il est important de considérer qu'une voie mini-invasive n'est pas forcément une voie qui justifierait d'une petite exposition. Le travail qui est fait à l'intérieur est probablement bien plus dangereux, bien plus délétère que ce qui est fait en apparence à l'extérieur. Et concevoir la chirurgie mini-invasive comme étant juste une petite cicatrice, c'est un message qui est inadapté. Alors, j'aime bien cette courbe, hein, c'est ce qu'on appelle la courbe de Scott, qui explique pourquoi une voie d'abord peut apparaître, émerger, grandir, et puis ensuite se rétracter, hein, la parabole de Scott, et on voit très bien que certaines voies d'abord chirurgicales ont disparu complètement, d'autres ont été réorientées, et enfin d'autres ont été popularisées. Si je prends par exemple la voie transcochléaire élargie, qui était une voie qui était utilisée par nos aînés, c'est une voie extrêmement délabrante et elle a complètement disparu. Pour ce qui concerne l'endoscopie des méningiomes de la base du crâne, ça c'est l'expérience de Pittsburgh qui avait été publiée dans JNS en 2014. En fait, vous voyez que cette voie avait été utilisée pour traiter des méningiomes suprastellaires. Le taux de fuite de LCR était de 25%. Et donc moi je considère que si on continue à pousser les limites de ces voies d'abord pour des tumeurs purement intradurales, eh bien on va aboutir à un déclin de la voie d'abord, alors que la voie d'abord elle est utile, mais elle n'est pas utile pour ce type de tumeur-là. Hein.
Donc ça, c'est un message important. Alors, quand j'étais allé à Casablanca et rencontré le docteur Taha, et que nous avions beaucoup échangé autour de la pathologie des méningiomes pétroclivaux, voilà la littérature qui était produite. Et j'avais été intéressé de voir à quel point la publication des taux de mortalité était extrêmement faible et à quel point les taux de déficit des nerfs crâniens étaient faibles. Et je ne partageais pas cette expérience. Et donc, on avait au sein d'un groupe de collègues en France, recensé notre expérience à propos de 154 méningiomes pétroclivaux que nous avions opérés par des voies d'abord qui étaient différentes en fonction des centres. Vous voyez qu'à Marseille, on utilise beaucoup la voie d'abord pétrectomie antérieure et pétrectomie combinée, mais par exemple à Tours ou à Grenoble, les voies cisternales étaient des voies d'abord qui étaient plus volontiers utilisées. Donc ça illustre bien le fait qu'on utilise préférentiellement la voie d'abord que l'on connaît bien. Et au-delà de ça, cette diapositive montrait bien nos résultats. C'est-à-dire notre capacité à réséquer en totalité les tumeurs était une capacité relativement modeste. 26% des tumeurs étaient réséquées en totalité, mais l'objectif n'était pas, comme je l'ai dit en préambule, de réséquer la totalité des tumeurs. Et puis vous voyez que beaucoup de ces tumeurs bénéficiaient dans un second temps d'une radiochirurgie gamma knife ou d'une radiothérapie. En effet, lorsque l'on regarde la PFS, hein, la survie sans progression, très clairement, on avait montré dans ce travail, et ça c'est un message important, que dès lors qu'on laisse un résidu, si ce résidu n'est pas traité en radiochirurgie ou en radiothérapie conformationnelle, eh bien vous voyez que vous avez un taux de survie sans progression qui va descendre. À l'inverse, si vous traitez les patients pour lesquels il y a une exérèse subtotale et que vous les traitez de manière intentionnelle par radiochirurgie ou radiothérapie après la chirurgie d'exérèse, alors vous avez un taux de survie sans progression qui est équivalent aux patients à qui vous avez proposé une exérèse complète. Donc, le message qui est de dire chirurgie subtotale plus gamma knife dans la foulée ou dans les mois ou dans l'année qui suit est un message qui a du sens en termes de contrôle tumoral sur le long terme. Voilà nos résultats comparés à ceux d'une littérature plus récente et à mon avis plus raisonnable que ce qui avait été publié par le passé. Est-ce qu'on peut prédire la morbidité, l'étendue de la résection? Ça, c'est un challenge très important. L'équipe de Kawase, à une époque, avait publié un très joli papier dans JNS qui montrait très clairement que les tumeurs qui avaient des relations très particulières avec le compartiment central de la base du crâne, comme je l'ai montré au début, qui avaient un contact au tronc cérébral important et qui avaient des attaches vasculaires très importantes, ces méningiomes-là étaient des méningiomes qui étaient à fort risque de morbimortalité, et ces méningiomes étaient des méningiomes pour lesquels il ne fallait pas prétendre à une exérèse complète. De toute façon, quelles que soient les études qui permettent de donner des facteurs prédictifs de l'exérèse et de la morbimortalité, ce qui n'est jamais prédit par les études, et finalement ce qui comporte les constatations opératoires, c'est la vascularisation de la tumeur. C'est très difficile de prédire en pré-op. On ne fait plus d'artériaux au méningiome. Moi, je trouve que ça n'a pas beaucoup de sens. On peut difficilement prédire la texture de ces tumeurs et on peut surtout difficilement prédire l'adhérence de cette tumeur avec les nerfs et avec le tronc cérébral. Donc, en fait, quels que soient les modèles prédictifs de difficultés péropératoires, de toute façon, on est confronté à des choses que l'on ne pourra découvrir qu'en péropératoire. OK. Alors, je vais passer rapidement sur cette diapositive parce qu'elle est complexe et je suis déjà beaucoup en retard, simplement pour dire qu'il y a des facteurs qui permettent effectivement de prédire plus de difficultés sur les nerfs crâniens, en particulier, forcément, si les nerfs crâniens existent déjà en préopératoire, en particulier si les malades ont déjà eu de la radiothérapie avant, et en particulier chez les sujets âgés. De même, la consistance ferme de la tumeur, vous voyez ici, est un facteur prédictif de difficulté avec les nerfs crâniens. Et enfin, l'absence de LCR entre le tronc cérébral et la tumeur est un facteur prédictif de difficulté avec les nerfs crâniens. En revanche, la voie d'abord chirurgicale, elle, n'est pas un facteur prédictif de lésion des nerfs crâniens. On n'atteint pas des seuils significatifs, même si on peut penser qu'en utilisant
les abords de la fosse cérébrale moyenne, on aura peut-être un peu plus de problèmes avec les nerfs crâniens. Est-ce qu'on peut prédire les lésions ischémiques du tronc cérébral? Cette étude, elle était intéressante parce qu'elle semblait montrer qu'effectivement, les gens qui avaient eu de la radiothérapie, les gens âgés, les gens qui avaient des tumeurs volumineuses, les gens chez qui il y avait un œdème en préopératoire, étaient des gens qui étaient beaucoup plus à risque, ce qui est bien sûr normal, hein, d'avoir des complications ischémiques en post-opératoire. Mais la voie d'abord elle-même n'était toujours pas un facteur prédictif de la iatrogénie, si j'ose dire. Alors, nous, ce qu'on a essayé de faire dans notre groupe de tumeurs à Marseille, qui repose sur plus d'une centaine de méningiomes pétroclivaux, c'était de dire, au fond, pour essayer d'améliorer ces échelles, est-ce qu'il n'y a pas des facteurs prédictifs qui sont liés à l'état général du patient? En effet, j'avais remarqué que si on prend en charge des patients qui ont une forte comorbidité ou des patients qui ont des facteurs de risque particuliers, des antécédents lourds, on a probablement plus de problèmes. Et en fait, en utilisant ce qu'on appelle des échelles, ce qu'on appelle les indices de fragilité modifiés, hein, qui sont très à la mode, ou ce qu'on appelle des scores de Charlson, qui sont des facteurs qui intègrent, au-delà du score ASA, des comorbidités de manière un peu plus fine, eh ben, on pouvait peut-être arriver à prédire les complications post-opératoires. Ça avait déjà été utilisé pour certaines pathologies intracrâniennes comme les tumeurs cérébrales. On voyait très clairement que ceux qui avaient un indice de fragilité plus élevé avaient plus de complications que ceux qui n'en avaient pas. Et bien du coup, en reprenant notre série marseillaise de 102 patients avec l'un de mes jeunes collègues, le docteur Alexandre Roux, on avait clairement montré que, en fait, pour prédire la sévérité des complications post-opératoires, la présence d'un œdème préopératoire était probablement le facteur le plus important. Pour prédire les complications non neurologiques, le score ASA et le score de Charlson étaient des facteurs qui influençaient nettement la survenue des complications non neurologiques, déficit des nerfs crâniens, épilepsie, hématome, etc. Mais pour prédire la morbidité globale et la mortalité des patients, l'indice de fragilité modifié était probablement un facteur qui permettait d'affiner le risque et d'induire un surrisque dès lors que vous aviez un indice de fragilité plus élevé. Il y avait un deuxième facteur qui apparaissait de manière indépendante et qui est intéressant quand même, c'est l'expérience du chirurgien. Et j'avais divisé mon expérience aux 50 premiers patients et en 50 derniers patients, et très clairement, le fait d'avoir une expertise chirurgicale plus affirmée limitait la morbimortalité chez mes patients. Donc ça, je pense, c'est qu'un travail qui est un peu original, qui est en train d'être publié, mais qui est une information supplémentaire à ce qui est déjà écrit. Alors, je vous montre quelques complications. Il y a des complications qui sont liées à l'approche chirurgicale. Le fait d'utiliser la pétrectomie antérieure soulève le lobe temporal, même par voie extradurale, et vous voyez qu'on peut avoir des œdèmes. Et en fait, on a évalué chez nos patients le statut cognitif des patients en préopératoire à 3 à 6 mois en post-op et à 12 mois, en leur faisant une batterie de tests neuropsychologiques très, très sophistiqués, parce que j'ai la chance d'avoir une neuropsychologue avec moi. Et ce qui était intéressant, c'était de montrer qu'en post-opératoire précoce, les patients avaient une altération de leur test, probablement liée au fait qu'on manipulait le lobe temporal, et qu'ensuite, à distance, à 12 mois, hein, vous voyez ici à 12 mois, on se retrouvait avec des patients qui récupéraient au moins leur état antérieur, ce qui n'est pas inintéressant. Alors, pour quelles raisons? Eh bien, peut-être que le fait de manipuler ces fameuses veines temporobasales ici, même par voie extradurale, ralentit la perfusion cérébrale au niveau du lobe temporal et peut-être compromet les performances des voies d'association telles que le faisceau longitudinal inférieur ou l'IFOF, tous ces faisceaux compliqués qui participent à un certain nombre de fonctions cognitives comme la flexibilité, l'attention soutenue, la mémoire, etc., même si tout ça n'est pas bien prouvé. Alors, il y a des complications qui sont, au-delà de la voie d'abord utilisée, sont liées au jugement péropératoire. Là, vous voyez le dossier d'un patient qui a une tumeur centrale, que j'avais fait le choix d'opérer par une pétrectomie combinée, avec une exérèse qui était de qualité satisfaisante, mais c'est un patient qui, malheureusement, avait fait des complications ischémiques péropératoires et avait présenté un infarctus grave dont il n'avait pas réussi à se sortir. Et vous voyez que très probablement le fait d'avoir voulu opérer de manière assez poussée ce patient par une seule voie d'abord chirurgicale paraissait déraisonnable. Il y a aussi des facteurs qui interviennent, c'est la sélection des patients, et je l'ai dit précédemment, hein, des patients âgés, à forte comorbidité,
c'était le cas de ce patient, présente plus de risques péropératoires. Vous voyez ici l'IRM ici de diffusion qui confirme la présence d'un infarctus de la partie latérale du mésencéphale du côté droit. Ce patient avec une forte comorbidité. Vous voyez qu'en péropératoire, ces potentiels évoqués se sont dégradés en fin de procédure et clairement, il y a eu une problématique ischémique. Il aurait très certainement mieux valu de ne pas opérer ce patient, mais plutôt de lui proposer un simple geste de dérivation ventriculo-péritonéale. Je pense qu'on était déjà un peu trop tard pour prendre en charge ce patient. Alors, finalement, pour conclure, et il s'agit là de ma dernière diapositive, si vous avez encore quelques secondes à m'accorder, je voudrais dire que pour faire cette chirurgie, il faut avoir un certain nombre non pas d'aptitudes, mais d'apprentissage, de compétences, ce que les anglo-saxons appellent les skills. Et je crois que l'une d'entre elles, la première, c'est de connaître l'anatomie de la base du crâne et d'aller au laboratoire pour la travailler. Il faut comprendre l'histoire naturelle de ces maladies. Il n'est pas question d'opérer des malades asymptomatiques. On n'opère pas des images, on n'opère pas des tumeurs. Donc, il faut comprendre l'histoire naturelle, le comportement. Il faut un entraînement spécifique, il faut une éducation chirurgicale spécifique, en allant voir des gens opérer, en allant au laboratoire également. Il faut maintenir son expertise. Ce n'est pas le tout d'en avoir opéré. Il faut continuer à en opérer et il faut s'améliorer en permanence. Il faut travailler dans un environnement qui est dédié et avec des collaborations avec d'autres équipes qui peuvent vous apporter, comme des otologistes par exemple ou des maxillofaciaux qui vous apportent beaucoup. Il faut que les patients soient impliqués dans le programme thérapeutique. Il n'est pas question de prendre en charge les patients, de rien leur expliquer, parce qu'après, ça compromet le résultat et puis ça compromet le suivi. Après, ce sont des patients qui sont démissionnaires dans le suivi. Quand vous prenez en charge ces patients-là, vous allez les suivre longtemps. Et donc, il ne s'agit pas de les opérer et ensuite de plus s'en occuper, et il faut les impliquer. Ensuite, il faut être capable de changer de plan, d'être flexible. Je veux dire par là qu'il y a des fois où on doit interrompre la chirurgie en péropératoire ou au contraire aller plus loin. C'est une question de jugement, mais ce jugement, il est le fruit de l'expérience. En fait, il y a une chose qui pour moi est très très importante. Quand vous parlez de vos complications, il ne faut pas parler des complications de la littérature, il faut parler de vos propres complications. Il faut être en capacité d'analyser individuellement et honnêtement ses propres résultats. Et enfin, la dernière chose, il faut apprendre de ses erreurs. On ne peut pas progresser si on n'apprend pas de ses propres erreurs. Et je voulais finir par ça, vous remercier grandement de votre attention et encore vous prier de m'excuser pour ces problématiques de connexion. Merci beaucoup, Pierre-Hugues, pour cette très belle présentation et surtout pour ton expertise et ton honnêteté. Donc, ce que j'admire en toi, c'est vraiment ton honnêteté. Tu m'as toujours parlé donc avec honnêteté, donc sur donc ces méningiomes qui sont très difficiles, comme tu le dis, à traiter, donc à prendre en charge. C'est des tumeurs qui représentent à peu près 2% donc, de tous les méningiomes intracrâniens, donc c'est très peu par rapport à la totalité des méningiomes. Il y a énormément de difficultés à comprendre ces petroclival meningomas, c'est-à-dire l'entité, la réelle entité, le méningiome pétroclival pur des autres méningiomes, mais finalement, quand ils grandissent, ils ont le même aspect. Donc, on le voit un peu dans tes diapositives, et que la prise en charge, comme tu le dis, elle doit être mûrement réfléchie, de bien analyser les images, bien discuter avec le patient, ce qui est très très important parce que les risques sont élevés. D'autant plus quand on a certains critères qui orientent vers des difficultés opératoires comme un œdème du tronc cérébral, absence de plan arachnoïdien, etc. En tout cas, je te remercie beaucoup. Donc, je pense qu'on peut commencer à poser les questions. Avec plaisir. Adrien, pardon. Non, pas de questions. Non, ça me va très bien. Est-ce qu'on a des questions? Non, il n'y a pas de questions particulières dans le groupe de discussion. D'accord. Donc, par rapport à
nos invités. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Prendre la parole directement si vous le souhaitez. Oui, vas-y. Adrien? Oui. Tu as des questions? Je voulais peut-être vous poser une petite question. On voit venir un petit peu dans la littérature de plus en plus des données en défaveur de la prise en charge radiothérapeutique des méningiomes, en tout cas en première intention, lié au fait que ça pourrait favoriser le passage à des grades plus élevés. Est-ce que dans votre pratique, cet élément-là est quelque chose de patent et est-ce que ça influe votre... Je ne sais pas si vous m'entendez. Adrien, on a un problème d'audition. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Voilà. Non, mais je peux répondre si j'ai compris. J'ai posé une question. Oui, vas-y, Pierre. Oui, non, j'ai compris le sens de la question, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas plus de toxicité à proposer une irradiation qu'à surveiller ou qu'à opérer des petits méningiomes. Alors, dans la radiothérapie, je pense qu'on est dans la même situation que dans la chirurgie, c'est-à-dire qu'il y a rayon et rayon. C'est-à-dire qu'il y a expertise et expertise. Je pense qu'on ne peut pas mélanger les résultats d'une radiochirurgie gamma knife bien faite avec une technique d'irradiation plus large, plus conformationnelle, mais plus large, pour des cibles qui sont plus larges. L'expérience marseillaise de la radiochirurgie des méningiomes, elle est extrêmement rassurante pour ce qui est de nos résultats. Il faut savoir que la radiochirurgie à Marseille a commencé en 1992, qu'il y a quelques centaines de méningiomes qui ont été traités, et en particulier quelques centaines de méningiomes pétropivots qui ont été traités en gamma. Et dès lors que l'indication a été extrêmement ciblée, validée en réunion multidisciplinaire, je n'ai pas le souvenir d'avoir eu beaucoup de cas de patients qui n'étaient pas contrôlés de leur radiochirurgie, et je n'ai pas le souvenir d'avoir vu des patients qui ont eu à souffrir d'une toxicité de la radiochirurgie. Voilà. Après, on a malheureusement des patients qui répondent mal à la radiochirurgie, je l'ai dit d'emblée. Ce sont des tumeurs qui sont volumineuses, ce sont des tumeurs qui sont agressives histologiquement d'emblée, et malheureusement, si vous traitez par gamma un méningiome dont vous n'avez pas la preuve histologique, et c'est souvent le cas, puisque ce sont des patients qu'on traite en gamma en première intention, eh bien, ils peuvent avoir un comportement biologique particulier. Mais des cas de transformation agressive de méningiome de la base du crâne, bien sûr que ça existe, bien sûr que c'est rapporté, mais si on mesure, je dirais, d'un point de vue plus large, en macro, épidémiologiquement, le rapport bénéfice-risque de certains de ces traitements, je pense qu'il n'y a pas photo. Donc, nous, dans notre expérience, on a plutôt tendance à proposer la radiochirurgie en première intention pour des tumeurs de petite taille, pour peu qu'elles soient évolutives et déjà paucisymptomatiques, avec un risque qui est très modéré, en tout cas inférieur au risque d'opérer ces patients-là. Et c'est un peu le message qu'on transmet à nos patients, même s'il y a toujours des interrogations sur les rayons délivrés à des tumeurs bénignes, effectivement. D'accord, je vous remercie. Effectivement, Pierre, personnellement, pour les patients que je vois pour des lésions donc, de cette région, c'est des patients que je suis, donc je regarde, je vois plusieurs fois en consultation enfin, avec la famille, et on discute des possibilités opératoires, des risques opératoires. Et j'avoue que parfois on est tenté de dire ouais, donc je vais le faire, etc.
Mais avec l'expérience, je pense que tu le sais bien, donc je t'envoie des patients pour une prise en charge parce que je sais que c'est multidisciplinaire. Donc, vous avez donc, le Gamma Unit donc, et l'équipe, toute l'équipe qui prend en charge cette pathologie. C'est très, très important. Et je pense que le fait de, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un nombre qui est réduit par rapport à toutes les, à peu près 2%. Et on peut pas, donc comme on dit, on ne fait bien que ce qu'on fait souvent. C'est pas une intervention ou deux interventions qui vont bien se passer pour dire qu'on est expert. C'est un chiffre. Et le fait d'éparpiller déjà ces patients, ben on perd, on donne pas beaucoup de chance à une équipe qui, compte tenu de la rareté de cette pathologie aussi par rapport au méningiome, donc de faire des études et de progresser en tant que centre référent. Oui, j'approuve ton commentaire, Saïd, et ta sagesse, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais tu vois, pour dire les choses très, très librement, même au sein même de notre groupe à Marseille, on identifie très clairement les neurochirurgiens qui ont des appétences ou des compétences très particulières et on essaie, pour maintenir ce que tu dis, c'est-à-dire une file active de patients suffisamment importante et une expertise très importante, on essaie de se référer les patients. Nous ne sommes pas concurrents entre nous. Ça ne peut pas fonctionner. Effectivement, il faut définir, comme tu dis, des gens qui ont des appétences à opérer telle et telle chose. Et ensuite, de toute façon, c'est du win-win. C'est-à-dire que ça repart dans l'autre sens. Et c'est ce qu'on fait avec nos collègues de la Timone et on en est très satisfait. Donc ça, c'est très satisfaisant, en fait. Oui, bien sûr. Et les malades suivent. Et les malades sont en confiance et ils suivent, bien sûr. Bien sûr. C'est ce que j'essaie d'expliquer aux jeunes, effectivement. Donc, on a envie d'opérer. Mais, c'est-à-dire qu'il faut, si on a envie de faire cette chirurgie, il faut aller. Il faut se déplacer au centre spécialisé. Il faut passer donc, en tant que fellow, donc, etc., donc, dans un centre spécialisé pour apprendre donc, cette chirurgie. Mais comme je dis, une intervention, 10 interventions, donc c'est pas suffisant. C'est pas possible. On peut pas être performant et dire j'ai pas de complications. C'est pas possible. Ceux qui font donc la chirurgie qui disent résection complète, c'est pas possible. Donc le patient paye. Donc, il minimise peut-être les complications. Donc là, on est vraiment, il y a une philosophie actuellement donc, de la prise en charge. Avant, c'était le grand chirurgien, donc c'est le grand patron, donc il opère, ben, donc il y a des complications, vous étiez entre les mains donc, du grand patron. Actuellement, c'est donc, la qualité de vie. Donc, c'est très important la qualité de vie. Une kératite peut poser problème, une paralysie faciale, des troubles de la déglutition, donc, etc. Ça bouleverse une vie. Ça bouleverse une vie. Donc, il faut penser au patient, se mettre à la place du patient. Donc, moi, je me mets souvent, donc je me projette, hein, donc j'ai de l'empathie, donc je me pose, donc je prends beaucoup de réflexion. Donc, mes patients, donc ma consultation, c'est une demi-heure, parfois trois quarts d'heure à discuter. Je prends mon temps donc à discuter avec les patients parce que je me mets à leur place. Et quand j'ai le moindre doute ou bien une pathologie qui est d'emblée hyper spécialisée, donc j'envoie les patients au centre référent. Oui, c'est très sage et c'est très louable, Saïd. Je pense que c'est très important. La qualité de vie mesurée par les chirurgiens n'est pas la qualité de vie mesurée par les patients. Comme tu le dis, avoir une kératite, c'est une complication qui, pour le malade, altère considérablement la qualité de vie.
Pour autant, avec les outils de mesure des chirurgiens, c'est quelque chose qui passe quasiment inaperçu. Or, pour le patient, c'est inacceptable, comme un déficit facial ou, comme tu dis, des troubles de la déglutition qui ne sont pas forcément bien repérés dans les principales séries de la littérature. Et moi, je suis toujours choqué, agacé parfois de ce qui est montré par certains centres compétents en termes de résultats. Alors même que les patients, dans le détail, souffrent et sont attachés à des choses qui ne sont pas mesurées par les outils classiques que l'on utilise. Donc, je ne fais qu'adhérer à ce que tu dis. Hein. Okay. Adrien, est-ce qu'il y a encore des questions? Non, pas de questions dans le groupe de discussion. Pas de questions? Non. Ok, ben écoute, Pierre, donc, je pense que c'était très tendu pour toi. Je me mets à ta place comme ça, quand on a un problème comme ça, mais c'est vraiment convivial, comme je te disais. Donc, on est très heureux de t'avoir eu ce webinaire. Et j'espère que c'est qu'un début, que tu reviendras dans d'autres conditions. Et tu es toujours le bienvenu à ce webinaire. Avec grand plaisir, je te remercie, Saïd, de ton invitation. Special thanks to John Bennett and a special apologize for this inconvenience. Sorry for that. I'm a big fan of Zoom, and I don't know what happened today. Probably too many softs opened on my computer. Sorry for that. That's okay. You did a great job, and I appreciate the persistence of trying and trying. It's like surgery. You know, sometimes things don't work right. You just got to keep at it. Yeah. And never give up. Yeah, never give up. Yeah, and we did it. We did it. We completed it. So that's great for all you guys. And thanks everybody for being patient and hanging around. Yes. Thank you very much. Yeah, Saeed, any schedule? We have a scheduled talk next Friday, right? Yes, and next Friday, next Saturday. Next Saturday. Professor Hugues Defoe will talk about surgery of cerebral glioma. Very good. Gliomas, yes. Very good. Okay. And once again, thanks everyone, and we'll Merci beaucoup. Stick Thank around. you very much, John. Stick around. We're gonna chat. Okay. Yeah. Okay. Bye bye.